Bonjour, dans cette vidéo qui est plus à écouter qu'à regarder, je vous propose de vous remémorer tout le cours sur la physiologie cardiovasculaire via une séance de sophrologie. Donc voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de vous installer tranquillement, de vous poser. Et puis une fois que vous êtes tranquillement installé, vous pouvez, si vous en avez envie, simplement fermer les yeux, laisser l'environnement dans lequel vous êtes s'estomper pour simplement entrer davantage en vous-même. Et justement, en entrant en vous-même, peut-être que vous sentez que votre corps s'installe davantage, que vous vous posez. Peut-être que vous pouvez d'ailleurs sentir les points d'appui de votre corps, les appuis assez globalement de vos deux jambes sur le support, depuis la région des pieds jusqu'à vos hanches. Vous pouvez également parcourir l'ensemble de la région du tronc, en apprécier les points d'appui, depuis votre bassin jusqu'à vos épaules. Et vous pouvez faire de même au niveau de vos bras, accueillir les appuis qui sont présents au niveau de vos bras, de vos épaules jusqu'au bout de vos doigts, du bout de vos doigts jusqu'à vos épaules. Et enfin, vous accueillez les appuis qui existent au niveau de votre cou et de votre tête. Plus largement, votre attention se porte sur la globalité de votre corps et vous accueillez tous les points d'appui de votre corps, du bout des pieds jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de votre tête. Et vous vous posez, vous sentez que la détente s'installe en vous. Vous sentez que cette détente se reflète peut-être dans votre respiration, une respiration peut-être calme et tranquille. Et vous accueillez cette détente, vous la laissez s'installer davantage au niveau de votre tête. Peut-être d'ailleurs avez-vous la sensation de quelque chose de doux, d'agréable qui s'étire sur l'ensemble de votre tête et qui vous permet de vous détendre davantage. Peut-être percevez-vous tout l'arrière de votre tête, relaxé, détendu, ainsi que les côtés de votre tête, le sommet de votre tête et votre visage. Vous laissez votre front se relaxer, la région à hauteur des yeux, la région à hauteur du nez. Et puis tout le bas de votre visage se relaxe tranquillement, si bien que c'est vraiment toute votre tête qui est relaxée, posée. Votre tête, et à partir de votre tête relaxée et posée, vous sentez la détente qui gagne la région de votre cou, la détente qui s'installe au niveau de votre nuque, au niveau de votre gorge, et qui progresse en direction de vos épaules, qui se posent davantage. Et la détente de vos épaules se communique à vos bras, aux différents segments des bras, jusqu'à vos mains, jusqu'au bout de vos doigts, si bien que vos deux mains, vos deux bras sont relaxés, détendus tranquillement, et que cette détente s'installe également dans toute la région du tronc, de vos épaules jusqu'à votre bassin. Vous sentez toute cette partie du corps, la région thoracique, la région abdominale, la région pelvienne, qui se pose et se relaxe tranquillement, tranquillement, d'une détente agréable qui progresse en direction de vos jambes. Vous sentez la détente de vos deux jambes, la détente de vos cuisses, de la région à hauteur des mollets, la détente de vos pieds. Et vous accueillez la détente de vos deux pieds, vous accueillez la détente de vos deux jambes,
la détente de vos deux bras et la détente de toutes les régions axiales de votre corps. Vous accueillez toute cette détente que vous venez d'installer en vous-même et que vous pourrez réinstaller quand vous le souhaiterez. Et je vais vous proposer dans cet état de détente, tranquillement, de laisser revenir le cours que nous avons fait ensemble, le cours de physiologie cardiovasculaire. Peut-être que vous pouvez, en repensant à ce cours, revoir les têtes de chapitre, la partie qui porte sur l'anatomie du cœur, la partie sur la contraction et la conduction, la partie sur le cycle cardiaque, et enfin celle qui suit sur le débit cardiaque, puis la partie sur les vaisseaux sanguins, et la dernière partie sur la pression artérielle. Et puis, en vous souvenant de ce plan, peut-être que vous pouvez rentrer brièvement dans chaque partie de ce plan pour vous remémorer les principaux points de ce cours. Peut-être que vous vous souvenez que dans la première partie, la partie qui porte sur l'anatomie du cœur, vous avez pu situer le cœur au niveau de la région du tronc, au niveau du médiastin. Peut-être que vous vous souvenez des généralités évoquées à propos du cœur et du fait que nous avons parlé également d'une structure qui forme une sorte d'emballage au niveau du cœur qui est le péricarde. Vous vous souvenez des structures qui constituent ce péricarde, ces deux feuillets que nous avons évoqués, le feuillet pariétal, le feuillet viscéral. Peut-être même vous souvenez-vous de cette démonstration faite en cours avec ce ballon qui enveloppe le cœur et des schémas que nous avons faits. Et puis vous poursuivez, vous vous souvenez aussi que nous avons parlé des tuniques du cœur, que nous avons parlé également des différentes cavités du cœur, que nous les avons nommées, nous les avons représentées. Ces 4 cavités du cœur, les 2 oreillettes, les 2 ventricules. 4 cavités qui sont reliées aux différents vaisseaux sanguins avec les veines qui viennent au cœur au niveau des oreillettes et les artères qui partent du cœur au niveau des ventricules. Peut-être que vous vous souvenez aussi des valves, les valves que nous avons identifiées au niveau des articulations entre oreillettes et ventricules, les valves auriculo-ventriculaires avec leur autre dénomination, puis les valves entre ventricules et artères, les valves dites sigmoïdes ou semi-lunaires que nous avons également nommées. Peut-être vous souvenez-vous aussi des mécanismes évoqués qui permettent de comprendre à quel moment s'ouvrent et se ferment ces valves sous le jeu des diverses pressions que nous avons évoquées. Peut-être vous souvenez-vous aussi, en repensant aux valves auriculo-ventriculaires, peut-être vous souvenez-vous aussi de ces sortes de cordages tendineux qui existent et qui retiennent les petits clapets des valves, cordages tendineux qui s'insèrent sur les muscles papillaires. Et puis, vous vous souvenez qu'après avoir parlé de la structure du cœur, après avoir parlé des valves, après avoir parlé assez globalement des veines et des artères, peut-être vous souvenez-vous aussi de la circulation évoquée dans son ensemble, une circulation fermée qui peut être divisée en 2 circuits qui s'enchaînent l'un dans l'autre et qui n'en forment qu'un. Un premier circuit que nous avons évoqué, qui part du cœur gauche, qui est sa pompe, qui est la circulation systémique, ou grande circulation, et puis peut-être vous souvenez-vous aussi de l'autre circulation, la petite circulation, ou circulation pulmonaire, dont la pompe est le cœur droit. Peut-être vous souvenez-vous aussi qu'après avoir évoqué ces 2 types de circulation, après les avoir dessinés,
Nous avons brièvement évoqué la circulation particulière du fœtus. Et peut-être vous souvenez-vous aussi du zoom plus spécifique que nous avons fait sur la circulation coronarienne. Cette circulation qui appartient à la circulation systémique et qui vascularise le cœur lui-même. Et peut-être vous souvenez-vous aussi d'une pathologie que nous avons évoquée, qui est l'athérosclérose, dont nous avons parlé des effets sur la circulation sanguine avec différentes conséquences possibles sur la circulation, mais aussi sur les tissus. Peut-être vous souvenez-vous aussi des divers facteurs de risque évoqués concernant l'athérosclérose et du zoom plus spécifique que nous avons fait autour des coronaropathies et des moyens de les prendre en charge de façon préventive, médicamenteuse ou via des interventions. Et puis après cette partie sur l'anatomie du cœur, peut-être vous souvenez-vous qu'après avoir vu une image très brièvement concernant l'embryologie du cœur, peut-être vous souvenez-vous que nous avons commencé à aborder les questions de contraction et de conduction au sein du cœur, élément qui constitue la deuxième partie concernant donc cette physiologie cardiovasculaire. Peut-être vous souvenez-vous du fait que nous avons centré à ce moment-là notre attention sur le tissu musculaire. Nous avons aussi d'ailleurs parlé du tissu fibreux qui a un rôle entre autres dans l'isolation électrique. Et nous nous sommes plus spécifiquement centrés sur le tissu musculaire. Nous avons évoqué la présence de cardiomyocytes contractiles qui sont des cellules musculaires impliquées dans la contraction justement du cœur. Et du fait que nous avons aussi évoqué le fait qu'il existe des cardiomyocytes transformés, qu'on appelle cellules cardionectrices, et qui vont être impliqués dans la genèse des impulsions électriques au niveau du cœur et de leur conduction. Peut-être vous souvenez-vous que nous avons aussi très succinctement évoqué la présence de cardiomyocytes à la fonction endocrine. Toujours est-il que nous avons commencé en centrant notre attention sur les cardiomyocytes contractiles. Nous en avons évoqué les caractéristiques ultrastructurales, leur structure que nous avons comparée avec celle envisagée l'an passé, c'est-à-dire la structure des cellules musculaires, des muscles striés squelettiques. Nous avons insisté sur les ressemblances, les différences. Et puis nous avons aussi évoqué les potentiels d'action qui peuvent s'observer dans ces cardiomyocytes contractiles qui ont la particularité de faire intervenir, en plus des canaux voltage dépendants au sodium et au potassium, des canaux voltage dépendants au calcium. Et nous avons pu évoquer l'existence d'une sorte de plateau sur ces potentiels d'action. Puis nous avons fait quelques rappels concernant la contraction des cellules musculaires du cœur, semblables à celles des cellules musculaires des muscles striés squelettiques. Nous avons aussi parlé du fait que l'ATP est nécessaire pour le fonctionnement de ces cellules et que le muscle cardiaque régénère l'ATP via 3 voies métaboliques, celles que nous connaissons de l'an passé. Et nous avons souligné le fait que la principale voie utilisée est la voie de la respiration. Et puis nous avons également évoqué le fait que les cardiomyocytes contractiles, ces cellules musculaires du cœur, ont une particularité, c'est que le phénomène du tétanos y est impossible, ce qui préserve justement la fonction de pompage du cœur. Et nous avons souligné le fait que les phénomènes électriques qui se produisent dans le cœur précèdent systématiquement les phénomènes mécaniques. Ainsi, les phénomènes de dépolarisation précèdent les contractions, qu'on appelle systoles, et les phénomènes de repolarisation précèdent les phénomènes de relaxation, que l'on appelle diastole. Puis nous nous sommes intéressés aux cellules cardionectrices. Nous avons évoqué les cellules cardionectrices et leur organisation dans le cœur qui constitue un tissu que l'on appelle le tissu nodal. Et nous avons décrit ce réseau de propagation avec des nœuds, le nœud sinusal, le nœud septal,
le faisceau auriculo-ventriculaire ou faisceau de His, et puis les myocytes de conduction cardiaque ou fibres de Purkinje. Nous avons ensuite évoqué, pour ces cellules cardionectrices, leur comportement. Nous avons vu que certaines ont une décharge plus rapide que d'autres, en particulier celles du nœud sinusal qui sont les plus rapides et qui vont imposer leur rythme. Et nous avons vu aussi que le rythme est modifié par le système nerveux autonome, qui peut l'être également par le système endocrine. Et nous nous sommes intéressés également aux potentiels d'action qui peuvent s'observer dans ces cellules cardionectrices, qui sont des potentiels d'action qui vont être autogénérés par ces cellules qui présentent un état qu'on appelle un potentiel entraîneur, différent du potentiel d'action, puisque ce potentiel entraîne systématiquement, rythmiquement, des potentiels d'action. Et nous avons souligné le fait que la phase de dépolarisation du potentiel d'action des cellules cardionectrices est provoquée par des canovoltages dépendants calciques qui laissent entrer justement des ions calcium. Et puis nous avons évoqué cette propagation de ces potentiels d'action qui sont autogénérés par les cellules cardionectrices. Nous en avons évoqué le déplacement dans le cœur, du nœud sinusal au nœud septal, où un petit retard est pris avant que ces signaux atteignent le faisceau auriculo-ventriculaire, faisceau de His, puis tout le réseau de Purkinje. Et nous avons ensuite évoqué, dans ces grandes lignes, l'ECG, l'électrocardiogramme. Nous avons évoqué le fait que l'on pouvait approximer cet électrocardiogramme à un signal électrique qui se déplace dans le cœur et qui se manifeste par une bosse, une déflexion positive, quand ce signal vient vers l'électrode, qu'on peut situer à peu près au milieu du cœur, et que ce signal se manifeste par une déflexion négative quand il va au contraire s'éloigner de l'électrode. Et nous avons décrit cet électrocardiogramme avec ses ondes, l'onde P, le complexe QRS, l'onde T, et nous avons décrit ces phénomènes et souligné la correspondance avec des phénomènes qui se déroulent dans le cœur. Et justement, après avoir décrit cet électrocardiogramme, eh bien, nous avons pu entamer le troisième point autour du cycle cardiaque. Le cycle cardiaque que nous avons pu envisager en ayant en tête le fait que les phénomènes électriques, les phénomènes donc de dépolarisation et repolarisation, ces phénomènes qui vont être détectés par l'ECG, eh bien ces phénomènes précèdent les phénomènes mécaniques, les phénomènes de contraction ou systole et de relaxation ou diastole, et que ces phénomènes mécaniques précèdent à leur tour des phénomènes dits hémodynamiques, qui sont des changements de pression et de volume survenant dans le cœur. Et nous avons décrit tout ce cycle cardiaque. Nous l'avons décrit en 3 étapes, à chaque fois en partant des phénomènes électriques, en continuant avec les phénomènes mécaniques, puis les phénomènes hémodynamiques. Nous avons aussi évoqué un certain nombre de volumes, le volume de fin de diastole, le volume télédiastolique ou VTD qui correspond au plus grand volume de sang qui peut être contenu par les ventricules et qui l'est en fin de diastole. Nous avons aussi évoqué le volume d'éjection systolique, qui est le volume que le ventricule éjecte dans son artère, et le volume dit télésystolique ou VTS, qui est le plus petit volume de sang qui reste dans le cœur après justement une systole en fin de systole. Nous avons aussi évoqué les bruits du cœur et nous avions fait un schéma global pour bien comprendre ce cycle cardiaque, un schéma sur un cercle sur lequel on peut cheminer rythmiquement et retrouver rythmiquement ces mouvements, ces battements du cœur. Et puis, après avoir envisagé pleinement ce cycle cardiaque, nous avons
évoqué la notion de souffle cardiaque et nous avons pu représenter des schémas sur lesquels nous avons pu faire figurer l'état des valves qui peuvent parfois présenter soit un rétrécissement qu'on peut appeler sténose, soit une insuffisance, un défaut d'étanchéité. Et nous avons pu comprendre ces souffles à travers ces schémas en nous appuyant sur notre connaissance du cycle cardiaque. Ensuite, dans le 4e point, nous avons envisagé le débit cardiaque. Ce débit cardiaque que l'on peut noter avec la lettre Q et qui dépend du volume d'éjection systolique et qui dépend également de la fréquence cardiaque. Et nous avons retenu cette formule qui est que Q est égal au VES fois la FC. Et nous avons pu voir que le débit cardiaque peut varier lors d'un effort, qu'il va augmenter et que son augmentation s'explique plus généralement par une augmentation du VES et de l'AFC. Et nous nous sommes intéressés justement aux variations du VES, du volume d'éjection systolique. Nous avons vu que ce volume d'éjection systolique varie selon la précharge, selon la contractilité et selon la post-charge. Puis nous nous sommes intéressés à la régulation de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque qui peut varier selon l'activité du système nerveux autonome, selon la présence des hormones et selon un certain nombre d'autres facteurs qui peuvent moduler cette fréquence cardiaque. Puis nous nous sommes intéressés un peu plus spécifiquement au système nerveux autonome. Nous avons vu comment celui-ci, à travers ces deux voies efférentes, orthosympathique et parasympathique, nous avons vu comment le système nerveux autonome peut moduler l'activité du cœur. Et nous avons vu aussi que ce système nerveux autonome est régulé par le centre cardiovasculaire du bulbe rachidien, qui lui-même est influencé par les récepteurs sensoriels et par d'autres structures nerveuses. Et nous avons ainsi comparé les effets de l'orthosympathique et du parasympathique. Nous avons parlé d'effets chronotropes, dromotropes, bathmotropes, inotropes. Et après cela, nous nous sommes intéressés au 5e point qui porte sur les vaisseaux sanguins. Nous avons évoqué les 5 types de vaisseaux sanguins, les artères, les artérioles, les capillaires, les vénules, les veines. Nous avons décrit la paroi de ces différents types de vaisseaux sanguins. Nous avons aussi évoqué les principales fonctions de ces vaisseaux sanguins, les particularités. Peut-être vous souvenez-vous que pour les capillaires, qu'on appelle aussi vaisseaux d'échange, nous avons vu qu'il en existe 3 types, les continus, les fenestrés, les sinusoïdes. Et nous avons poursuivi cette description en nous intéressant aussi à la répartition du sang dans le système cardiovasculaire. Nous avons pu voir que les vénules et les veines peuvent être envisagées comme des réservoirs sanguins. Et nous avons aussi évoqué ce qu'est un système porte, ce que nous avons également pu représenter, puisqu'un système porte, c'est un système dans lequel nous avons pu voir que 2 réseaux de capillaires s'enchaînent, reliés l'un à l'autre par un vaisseau porte, justement. Et enfin, nous nous sommes davantage centrés sur les capillaires sanguins, ces vaisseaux d'échange, et nous avons évoqué la façon dont les échanges capillaires se font. Nous avons succinctement parlé de la diffusion, nous avons succinctement parlé de la transcytose, et par contre, nous nous sommes davantage attardés sur la notion d'écoulement de masse. L'écoulement de masse correspondant au mouvement d'un ensemble de substances qui se fait selon les gradients de pression et qui peut se faire soit du sang vers le liquide interstitiel, en quel cas on parle de filtration, soit du liquide interstitiel vers le sang, en quel cas on parle de réabsorption. Et nous nous sommes intéressés justement à ces pressions en jeu qui constituent en fait les forces de Starling. Nous avons parlé d'un gradient de pression hydrostatique, d'un gradient de pression osmotique.
Nous avons pris le temps de les figurer sur un schéma et nous avons pu comprendre que, à l'extrémité artérielle des capillaires sanguins, la filtration l'emporte, tandis qu'à l'extrémité veineuse des capillaires sanguins, c'est la réabsorption qui l'emporte. Et nous avons pu voir aussi que ces mouvements de filtration et réabsorption ne s'équilibrent pas tout à fait, que la réabsorption était un petit peu moins importante que la filtration, ce qui signifie que le liquide qui quitte le sang, qui va dans les tissus, pourrait avoir tendance à s'accumuler dans les tissus, mais nous avons vu qu'il ne l'est pas, du fait de la présence du réseau lymphatique, qui permet de retourner justement ces liquides vers le sang à hauteur des épaules. Et puis nous avons poursuivi notre cours avec le 6e et dernier point, portant sur la pression artérielle que nous avons pu définir. Nous avons pu voir comment elle peut être mesurée avec un stéthoscope et puis un sphygmomanomètre. Nous avons parlé de cette pression sanguine qui diminue à mesure que le sang s'éloigne du ventricule gauche, puisque cette pression sanguine telle qu'elle est mesurée par le médecin est mesurée au niveau de la circulation systémique. Et enfin, nous avons évoqué les organes qui sont en jeu dans la pression artérielle. Nous avons évoqué les reins qui peuvent moduler la volémie et par ce biais qui vont pouvoir moduler la pression artérielle moyenne, puisque nous avons vu que si la volémie diminue, la pression artérielle diminue, que si la volémie augmente, au contraire, la pression artérielle augmente. Nous avons évoqué aussi le rôle du cœur, le cœur qui peut impacter la pression artérielle moyenne en modifiant son débit, donc soit son volume d'éjection systolique, soit sa fréquence cardiaque, soit les deux, puisque nous avons vu qu'une formule relie le débit cardiaque justement à la pression artérielle moyenne. Nous avons vu que la pression artérielle moyenne est égale au débit multiplié par un autre paramètre qui est la résistance, ce qui nous a amené à parler de cette troisième catégorie d'organes, les vaisseaux sanguins, qui vont pouvoir impacter la pression artérielle essentiellement en modulant leur résistance, même s'ils peuvent aussi la moduler à travers leur compliance, leur élasticité. En fait, nous avons vu que la résistance, notamment la résistance artérielle, qui peut impacter la pression artérielle, nous avons vu que cette résistance artérielle, elle dépend du diamètre des vaisseaux sanguins, du diamètre des artères, que lorsqu'il y a une vasoconstriction, la résistance augmente, qu'au contraire, lorsqu'il y a une vasodilatation, la résistance diminue. Puis nous avons dit aussi que la viscosité du sang peut impacter cette résistance artérielle, que la longueur aussi totale des vaisseaux sanguins peut impacter cette résistance artérielle, mais nous avons laissé ces paramètres de côté en nous centrant davantage justement sur cette résistance. Et nous nous sommes ensuite plus largement intéressés aux mécanismes de régulation de la pression artérielle qui existent dans le corps. Nous avons pu voir que plusieurs mécanismes permettent à la pression artérielle d'être conservée constante. Nous avons évoqué l'impact du système nerveux autonome et cela a été l'occasion d'évoquer la régulation qui se fait à travers un mécanisme réflexe qui va avoir pour point de départ les barorécepteurs de l'aorte et des carotides. Nous avons aussi évoqué l'impact moindre des chimiorécepteurs de l'aorte et des carotides. Puis nous nous sommes intéressés à la régulation hormonale. Nous avons évoqué un certain nombre d'hormones dont la présence va tendre à faire augmenter la pression artérielle. Nous avons évoqué l'adrénaline et la noradrénaline qui sont à la fois libérées par le système nerveux autonome et par les médulles surrénales. Nous avons évoqué l'ADH, donc l'hormone antidiurétique ou la vasopressine qui est libérée par la neurohypophyse. Nous avons évoqué aussi le système rénine, angiotensine, aldostérone. Et nous avons ensuite évoqué un dernier type d'hormone qui, elle, a les effets inverses des précédentes, qui est le facteur natriurétique auriculaire et qui
lui peut au contraire diminuer la pression artérielle moyenne. Et enfin, nous avons terminé en évoquant les phénomènes d'autorégulation qui vont prendre place localement dans des organes. Et nous avons évoqué les autorégulations physiques, les autorégulations chimiques. Et nous avons terminé le cours avec l'évocation d'un trouble qui s'appelle l'hypertension artérielle. Et nous avons mis en perspective nos connaissances acquises concernant la régulation de la pression artérielle avec ce trouble, avec l'hypertension artérielle. Et nous avons ainsi terminé ce cours sur la physiologie cardiovasculaire. Nous avons donc pu parcourir tous ces phénomènes en nous intéressant finalement au cœur, aux vaisseaux sanguins, au fonctionnement de toutes ces structures. Nous avons pu construire une représentation globale et intégrée du fonctionnement de ce système, le système cardiovasculaire. Et je vous laisse un instant pour justement laisser tous ces éléments que vous venez de reparcourir s'inscrire en vous, tranquillement. Prendre le temps de laisser ces connaissances s'inscrire en vous, de les laisser se relier à tout ce que vous avez pu installer en vous comme connaissances durant le cours, durant vos révisions, durant la réalisation de fiches. Vous laissez tous ces éléments s'inscrire et une fois que vous estimez que tous ces éléments sont là, vous pouvez tout doucement laisser repartir cette visualisation. Vous pourrez la retrouver si vous le souhaitez. Mais vous laissez par contre tous les éléments positifs vécus s'inscrire en vous, comme peut-être le fait que vous avez toutes ces connaissances en vous, que vous les retrouverez facilement, qu'elles sont présentes en vous, que vous pourrez vous y reconnecter quand vous le souhaiterez avec aisance. Et puis vous revenez progressivement aux sensations de votre corps, les sensations de détente qui sont présentes en vous, toute cette détente que vous avez installée en vous, cette confiance que vous vous faites à vous-même, votre capacité aussi de concentration. Là encore, vous accueillez toutes ces dimensions positives et puis ensuite, tranquillement, vous allez vous préparer à retrouver votre état d'éveil habituel. Et donc, pour vous préparer à retrouver cet état d'éveil habituel, vous pouvez très tranquillement vous reconnecter à vos points d'appui et à travers vos points d'appui, ressentir l'environnement dans lequel vous êtes. Donc, progressivement, vous vous reconnectez à vos points d'appui. Et à travers cette reconnexion, vous vous reconnectez à l'environnement dans lequel vous êtes. Peut-être même que vous pouvez commencer à revoir l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Et vous sentez que le fait de revoir cet environnement vous permet de retrouver votre énergie d'éveil. Vous revoyez donc l'ensemble de cet environnement. Peut-être que vous pouvez aussi réentendre tous les sons, tous les bruits qui sont présents dans cet environnement. Et tous ces éléments vous permettent de retrouver votre état d'éveil habituel. Votre énergie revient doucement mais sûrement en vous. Peut-être même que vous commencez à avoir envie de bouger les mains, les pieds, bouger l'ensemble de votre corps, vous étirer. Et peut-être que vous pouvez faire aussi des grandes respirations sonores pour retrouver pleinement votre énergie d'éveil. En tout cas, vous prenez le temps de retrouver toute cette énergie d'éveil en vous étirant, en faisant, si vous le souhaitez, des respirations sonores. Et puis, bien sûr, si vous sentez que vous êtes prêt, vous pouvez aussi réouvrir vos yeux pour vous reconnecter pleinement à votre environnement, à vous-même et à toute votre énergie d'éveil. Et une fois que vous êtes reconnecté à votre énergie d'éveil, une fois que vous sentez que toute cette énergie est de nouveau présente, en fait, vous sentez tout simplement que vous allez pouvoir de nouveau reprendre vos occupations quotidiennes, de nouveau vaquer à vos occupations quotidiennes. Et toute cette énergie d'éveil étant de nouveau présente en vous, je vous propose de vous laisser et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de sophrologie autour de révision.